Mes chers amis, merci à Jérôme Chartier pour son parrainage. Merci à tous les élus qui sont présents ici ce soir. Je voudrais d'abord remercier Pierre-Christophe Baguet qui nous accueille pour la seconde fois à Boulogne et qui s'est engagé à mes côtés dans la campagne Ensemble numérique. Je veux saluer le président du Sénat, Gérard Larcher, toujours fidèle à nos rendez-vous. Et de nos étudiants, j'avais envie de citer tous les élus qui sont présents ici, mais il y en a 40. 40 parlementaires. Je voudrais simplement en distinguer deux. Bruno Retailleau, le président du groupe des Républicains au Sénat. Et Sophie Primas, parce que c'est son anniversaire. Je voudrais, avant de vous parler de la justice sociale, dire un mot sur les chrétiens d'Orient. Pourquoi est-ce qu'une nouvelle fois, je suis allé avec Catherine Deroche, avec Pierre Lelouch, avec Jérôme Chartier, c'est une vieille histoire en fait, et avec Camille de Rocasser, à Erbil voir les chrétiens d'Orient pour la seconde fois. Il y a beaucoup de réfugiés au Proche-Orient, il y en a des milliers. Pourquoi aller voir seulement les chrétiens d'Orient? Eh bien pour une raison simple, c'est que si nous, Français, nous n'allons pas les voir, si nous, Français, nous ne les soutenons pas, personne au monde ne soutiendra les chrétiens d'Orient. Voilà la raison pour laquelle. Dans les réfugiés, il y a toutes les communautés. Les sunnites ont leurs protecteurs, les chiites ont leurs protecteurs, les chrétiens d'Orient, personne ne s'en occupe. Et même la France n'en fait pas assez. Il y a 1800 ou 2000 chrétiens d'Orient depuis le début de la crise qui ont reçu l'autorisation de venir en France. Par rapport à des dizaines et des dizaines de milliers de réfugiés qui rentrent dans notre territoire. On refuse l'accueil dans notre pays à des hommes et des femmes qui sont menacés dans leur vie et qui partagent les mêmes convictions, les mêmes idéaux que ceux qui sont les nôtres. C'est la raison pour laquelle nous devons les aider. Nous devons les aider parce que c'est le rôle de la France dans l'histoire de protéger les chrétiens d'Orient. Mais nous devons surtout les aider parce que c'est notre intérêt. Parce que le jour où il n'y aura plus de chrétiens en Orient, le jour où tous les États du Proche-Orient seront des États confessionnels, le jour où il y aura des États chiites, des États sunnites, des États juifs et plus de chrétiens au Proche-Orient, alors nous prendrons le risque des guerres de religion. Nous prendrons le risque dans le monde entier des affrontements entre les communautés religieuses. Voilà pourquoi le combat des chrétiens d'Orient, c'est le combat de la France, c'est notre combat, mais c'est aussi un combat pour la paix, la coexistence pacifique et le dialogue religieux. Mes chers amis, nous continuons de tracer notre route pour faire gagner la révolution du bon sens. François Hollande promettait de réenchanter le rêve français. Moi, je ne fais pas dans les rêves. Je me bats pour une France libre, pour une France solidaire, pour une France qui gagne et pour une France qui ne laisse tomber personne. La République, c'est pas le chacun pour soi. La République, c'est la volonté d'être plus fort ensemble. Cette force collective, je la vois se perdre dans les marais de nos difficultés. Le chômage ronge notre pays. La délinquance pourrit la confiance, l'ascenseur social est en panne. Les enfants d'ouvriers deviendront au mieux ouvriers si les usines du coin ne ferment pas. Ceux des cités resteront coincés dans la cité. Les fils d'énarques deviendront énarques. Et les plus audacieux fuiront vers Londres, Shanghai ou Sydney. Dans les années 70, le brassage social était autrement plus réel qu'aujourd'hui. Tout s'est enrayé. Les classes moyennes deviennent classes populaires et les classes populaires frisent le seuil de pauvreté. 3 France se divisent et je voudrais les rassembler autour d'une nouvelle dynamique économique. Il y a la France qui réussit, mais elle est surtaxée. 10% des foyers français paient 70% de l'impôt sur le revenu.
L'autre France se serre la ceinture au dernier cran. Et enfin, la dernière décroche et ne survit qu'aux bons soins des deux autres. Tout cela, c'est la conséquence d'un pays bloqué, d'un pays qui ne crée plus assez de richesses et d'emplois. Depuis les années 80, les courbes se sont croisées, celle déclinante de notre productivité et celle toujours ascendante de nos dépenses sociales. L'embolie était inévitable, et si nous respirons encore, c'est parce que nous sommes endettés comme jamais. Ceux qui prétendent qu'on peut s'en sortir sans remise en cause, au rythme des 35 heures, en augmentant encore les impôts, en creusant un peu plus les déficits, sont dans le mensonge. Pire, ils méprisent au fond les Français auxquels ils s'adressent. Mon projet, vous le savez, a un fil rouge. C'est celui de la vérité et de la liberté. La vérité, c'est qu'on ne peut viser le plein emploi, on ne peut avoir la meilleure santé du monde, l'école gratuite, des retraites pour tous, une protection sociale pour chacun, sans réformer radicalement notre système et sans se retrousser les manches. Il faut réagir. Et pour moi, la liberté, qui, je le rappelle, est la première valeur de notre inscrite au fronton de nos mairies, la liberté est la plus belle et la plus efficace de nos armes pour conquérir le développement économique et social. C'est la plus belle parce qu'elle éveille en l'homme cette part d'audace qui le grandit face à la fatalité. C'est la plus efficace parce que la liberté est une rupture qui repousse les frontières du progrès. Pour M. Martinez et la CGT, rien ne doit changer. Ils sont contre la liberté et ils le prouvent tous les jours. Interdiction de parution des journaux, blocage des raffineries, des trains, des métros. Ce syndicat défend son pouvoir contre le pouvoir des Français de prendre leur vie en main. Deux visions de notre démocratie sociale se font face. Une vision verticale et autoritaire du syndicalisme à laquelle j'oppose, moi, une vision pragmatique et contractuelle largement décentralisée au niveau des entreprises. La CGT y est hostile. Évidemment qu'elle y est hostile, car pour elle, tout ce qui rapproche l'entrepreneur du salarié, tout ce qui rapproche le capital du travail, nuit à sa vision archaïque de la lutte des classes. Le combat que mène la CGT, c'est celui-là. Que l'extrême gauche, qui a défendu les régimes autoritaires, comme Cuba ou le Venezuela, aujourd'hui en faillite, oui, que ces idéologues nous expliquent ce qui est bon ou non pour la France, a quelque chose d'indécent. Ces gens-là prétendent défendre les travailleurs, mais de quels travailleurs parlent-ils? De ceux qui ont un statut protégé? De ceux qui ont déjà un emploi et si possible avec leur carte syndicale dans la poche? Ces gens-là craignent la liberté parce qu'ils ne la contrôlent pas. Mais croyez-moi, les chômeurs n'ont pas peur de la liberté. Ils ont peur du statu quo. Les jeunes des quartiers qui rêvent de réussite n'ont pas peur de la liberté. Non, ils n'ont que de la rage pour ce conservatisme qui les englobe. La réussite est-elle un crime? Est-elle antisociale? Non, elle ne l'est pas pour ceux qui sont en bas de l'échelle. Je veux parler pour les sans grades, pour les sans carnet d'adresse, pour les exclus du système, pour ceux pour qui la liberté est une opportunité de casser le plafond de verre qui brise leur destin. Je veux parler et je veux réformer pour tous ces Français qui en ont assez d'être freinés dans leurs élans. La liberté d'oser, la liberté de travailler, la liberté de pouvoir négocier dans les entreprises, la liberté de pouvoir se prononcer par référendum, la liberté de tirer profit de son travail, la liberté de pouvoir